Bien. Merci à toutes, merci à tous de rester avec nous. On a un petit peu de retard, mais merci à la table précédente qui nous a aidé à le rattraper et à l'animateur qui nous a aidé à cela et à tous les invités. Allez, je vais demander aux invités suivants pour parler du financement des PME, PMI de nous rejoindre. Ils vont venir s'installer avec nous. On était ensemble il y a quelques minutes. Allez-y, rejoignez-nous. Ça va être très masculin. On va vous expliquer pourquoi. On a deux invités femmes qui malheureusement ne seront pas avec nous. Donc ça, c'est pour tout de suite calmer les débats sur la parité dans les débats. Installez-vous où vous préférez être, et puis voilà. On a un micro chacun pour des raisons Covid, si vous voulez bien les attraper. Voilà. Bien. Il y a toujours de la bienveillance, de la convivialité. Depuis ce matin, on observe ça avec beaucoup de plaisir. Bien, c'est un petit peu le marathon. J'espère que vous aviez prévu de manger bien ce soir. On va profiter de ce qui est normalement la pause méridienne pour aborder un sujet ô combien important. Enjeux, défis, solutions. 3 mots, une seule rencontre. Une rencontre, on vous le rappelle, qui vise à apporter non pas que des états des lieux, mais aussi des réponses. Autrement, on ne servirait pas à grand-chose, modestement, ici, réunis. Tout ça pour voir comment on peut répondre à un souci crucial. On va voir avec nos invités si le souci est crucial. Quel financement des PME, PMI en Afrique ? Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va vous présenter évidemment ce plateau de qualité. Moi, je voudrais remercier les organisateurs de faire confiance au Journal Sud-Ouest, que je représente ici comme responsable du développement événementiel et de l'activité de live journalisme. Je suis Stéphane Vacchiani, journaliste, et nos invités ont beaucoup plus de talent et de qualité que nous-mêmes. On va faire un petit coucou à Diana Brondel et à Aissatou Leblon, qui devaient être là et qui sont excusés. Et on va commencer par vous, Pedro Novo. Vous représentez une entreprise, une banque qu'on ne présente plus en France ces dernières années dans les débats économiques, c'est BPI France. On va y revenir tout à l'heure. Vous êtes en charge de l'export, donc on est en plein dans le sujet. Ziad Loukil, vous êtes à ma droite, merci beaucoup. Partenaire Mazars, associé Mazars, pareil, on ne va pas présenter Mazars, on sait exactement ce qu'il est aujourd'hui. Vous êtes un spécialiste du secteur bancaire et financier, et puis vous êtes le responsable des relations Afrique-France, donc le casting est parfait. Et puis Gérald Petit, merci d'être ici. Vous travaillez sur 2 régions pour Business France, l'Occitanie, on ne voit pas trop où c'est, nous ici, et puis la Nouvelle-Aquitaine, je plaisante évidemment, sur l'importance de ces 2 régions. Ce sera intéressant, même si ce n'est pas le sujet aujourd'hui, de voir aussi s'il y a une différence de région à région. Et puis, je vous ai non pas gardé pour la fin, parce que vous êtes le meilleur, parce qu'ils sont tous meilleurs ici, Didier Akweteg, mais c'est que je vais commencer avec vous pour la première question. Vous avez un parcours original et intéressant pour nous dans ce débat. Vous êtes le président à double titre de 2 sociétés nées en Afrique et en France, avec le groupe Afrique Search, qui est aujourd'hui le leader ou un des leaders du recrutement en Afrique. Vous nous le direz avec modestie. Et puis Africa SME aussi, que vous pilotez dans une autre activité. Et puis on vous entend sur RFI, Radio France Internationale, sur des chroniques économiques. Moi, je commence par vous parce que vous avez cette casquette. À 27 ans, vous avez décidé d'arrêter une activité salariée pour lancer votre entreprise. On vous félicite parce qu'il y a sûrement plein de gens dans cette salle qui ont envie de faire ça et puis d'autres qui se disent « j'aurais dû le faire ». Je vois même le représentant de l'export de la BPI qui se dit « pourquoi je ne l'ai pas fait ». Juste une question. Les organisateurs qui ont bien préparé ces rencontres partent d'un état des lieux qui est de dire « oui, il y a un souci crucial du financement des PME, PMI ». Est-ce que vous confirmez ce souci, vous, aujourd'hui, en 2022 en Afrique ? Alors, bonjour à tous, merci. Je fais un peu d'eau à la salle, mais je suis désolé, c'est le positionnement du fauteuil. Alors, effectivement, peut-être pour camper un peu le décor, selon une étude, il y a à peu près 100 millions de TPE, PME en Afrique, dont 96% sont des TPE, donc des très petites entreprises. Moins de 3 salariés, moins de 3 personnes. C'est ça, entre 1 et 5. Donc, l'environnement de ces PME, c'est vraiment des toutes petites entreprises. Et sur ce volume-là, vous en avez à peu près 85% qui travaillent de manière, on dit informelle, parce qu'elles ne sont pas enregistrées formellement. Donc, si vous voulez, quand vous prenez cette cartographie déjà des TPE-PME, la question de leur financement est plutôt un financement d'un montant relativement modeste pour les accompagner en petite trésorerie d'abord, et puis ensuite en investissement.
Et comme le secteur financier n'est pas articulé, n'est pas outillé pour accompagner cette kyrielle d'entrepreneurs, de petites entreprises, eh ben on se rend compte qu'il y a un vrai besoin qui n'est pas comblé par le marché, qu'on estime à peu près à 350 milliards de dollars, rien que pour accompagner ces petites entreprises. Donc, ce qu'on a comme outil traditionnel, et en fait, je vous redonne justement le mail après, c'est que vous avez des banques traditionnelles, donc qui prêtent à des entreprises plutôt organisées, structurées, qui ont des balance sheets, donc des bilans, etc., et qui ne savent pas gérer le risque de ces petites entreprises. Et puis vous avez de plus en plus de fonds d'investissement, mais qui font des gros tickets de 3, 5, 10 millions de dollars, alors que... Largement supérieur aux attentes des entreprises dont on parle. C'est ça, qui sont de parfois 10 000 dollars, 50 000 dollars, 100 000 dollars éventuellement, mais pas sur des tickets aussi importants. Et puis entre les deux, vous avez un peu de la microfinance, plus récemment de la mésofinance, qui se situe entre la banque traditionnelle et le petit financement, mais avec des taux aussi assez élevés finalement. Et donc finalement, vous voyez bien que le panorama qui est offert à ces entreprises, à ces petites entreprises, ne correspond pas à leurs besoins. Et je suppose que ça sera l'objet de la discussion. Et bien surtout, on va essayer de trouver des solutions. Ziad Loukil, le micro est devant vous. Vous avez un regard, comme beaucoup de gens ici dans cette salle aujourd'hui, un peu plus mondial, mais on va parler de l'Afrique. Pourquoi ce qu'est en train de nous expliquer avec brio Didier est peut-être plus crucial, plus flagrant, et pourquoi le gap est plus important en Afrique ? Alors, bonjour déjà, et merci pour l'invitation. Le gap est important pour plusieurs raisons. Donc, comme vous le savez, l'Afrique est un continent jeune, avec des taux de croissance assez importants. Il y a un boom démographique qui est en cours. Le poids de la PME, de la TPE est très significatif. Si je vous donne quelques statistiques, c'est 90% des entreprises en Afrique, c'est 60 à 80% des emplois. Oui. Et donc, l'emploi est crucial, c'est 40% du PIB. Selon des estimations récentes de la Banque mondiale, il y a environ 450 millions de jeunes Africains qui vont rentrer sur le marché de travail à horizon 2035-50. On rappelle que la population va doubler avant 2050. Exactement. Donc, 450 millions d'habitants ou de jeunes Africains, c'est l'équivalent de la population européenne aujourd'hui. Donc, si on prend l'Europe à 27 pays, c'est 447 millions d'habitants. Donc, c'est un enjeu crucial. Donc, autant dire que la PME, c'est vraiment la colonne vertébrale de l'économie africaine. C'est l'avenir de l'Afrique, d'un point de vue économique, d'un point de vue croissance, création d'emplois et d'un point de vue aussi de développement humain et social. Et ces besoins sont tellement importants que l'Afrique, même malgré les taux de croissance, malgré l'émergence de banques panafricaines, malgré le soutien des bailleurs de fonds internationaux, n'arrive toujours pas à rattraper ce retard. Et j'ai peur que ce retard va continuer à s'accentuer sur les années à venir. Alors, on va essayer on peut s'inquiéter, mais on va essayer de trouver des solutions. Dans l'état des lieux, il y a en plus des nouvelles qui ne sont pas forcément fameuses. On parlera peut-être 2 secondes de la crise actuelle, mais ne serait-ce que le rôle des banques sur place, et sans avoir un regard égocentré depuis l'Hexagone, on a des banques qui se retirent actuellement d'Afrique. Il y en a 1 ou 2 qui restent. Est-ce que c'est compensé et est-ce que du coup, on est en train d'aggraver cette situation ? Alors, effectivement, sur les 10-20 dernières années, donc la majorité des banques internationales qui étaient présentes sur le continent africain ont quitté le continent. Aujourd'hui, si on regarde d'un point de vue français, donc le seul groupe bancaire qui a une vraie ambition africaine, une vraie stratégie africaine, c'est la Société Générale, mais il y a eu pas mal de retraits. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons, par rapport à la perception du risque, par rapport aux règles internationales en termes de conformité, etc., qui rend complexe la présence dans certains pays africains, parce qu'on n'est pas sur les mêmes niveaux de maturité, ce n'est pas les mêmes pratiques commerciales, on parle de l'informel, etc. Bon, ça fait partie de l'écosystème. Et ça, effectivement, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'Afrique. Certes, le départ des banques internationales a été compensé par l'arrivée de banques panafricaines, que ce soit d'origine marocaine, nigériane ou sud-africaine, mais ça reste quand même une mauvaise nouvelle, entre guillemets, parce que ça limite l'accès aussi aux banques africaines, au marché international. Et une des problématiques aujourd'hui des banques africaines, c'est l'accès au marché international, c'est l'accès à la ressource à long terme et c'est l'accès à la ressource avec la bonne tarification. Parce que si on accède au marché et on s'endette à des taux significatifs... On peut donner 2-3 taux qui sont affolants pour les entrepreneurs de France. Oui, en fait, quand on regarde les taux en Afrique et on compare ça en Europe, parfois on est entre 12, 7 à 10% de l'écart. Donc, ce qui n'est pas forcément soutenable pour des PME locales.
Avant de venir vers vous, Petronovo, parce qu'on va parler de solutions rapidement, moi je voudrais une explication, parce qu'on aurait dû avoir, je le répète tout à l'heure, 2 femmes chefs d'entreprise qui malheureusement ne sont pas là. On les salue si elles nous regardent, puisque tout ça est en direct. C'est 90% d'entreprises PME qui font l'économie africaine. Didier, c'est la conséquence de soucis ou c'est un entrepreneuriat volontaire ? Alors j'essaie de peser mes mots, mais est-ce qu'on est en train de faire payer un manque de formation, d'éducation, et que du coup on crée sa petite structure pour avoir son emploi, pour répondre à un marché de l'emploi qui ne me trouve pas de place dans la société? Ou est-ce que c'est uniquement des entrepreneurs nés? Alors c'est un peu des deux. En fait, il y a plusieurs éléments, je vais essayer de vraiment d'être très bref. Sur un stock de 400 millions d'emplois qui existent aujourd'hui sur le continent, identifiés comme tels, 150 millions sont dans le secteur formel. Donc ça veut dire que vous avez une grosse proportion. On va reprendre le premier chiffre parce qu'il faut le souligner. 400 millions. C'est énorme. Oui, vous avez 150 millions qui sont formels. Donc ça veut dire que vous avez une grosse partie de l'activité économique qui est portée par une kyrielle d'entreprises qui ne sont pas forcément formalisées au sens propre du terme. Mais quand vous regardez aussi la structure d'activité des entreprises, vous avez à peu près 50% de ces TPE, PME qui sont dans le commerce. Parce que c'est vrai, Lionel le rappelait ce matin, les niveaux d'industrialisation sont encore un peu faibles. Donc l'activité qui soutient l'économie, c'est une activité de trade et d'échange. Donc forcément, vous avez, je prends des bouteilles, acheter et revendre, c'est une activité qui est relativement facile. Par contre, monter une usine, produire les bouteilles, c'est plus compliqué. Donc, nous sommes dans des structures économiques, c'est vrai, plutôt d'échange que de transformation. Et donc forcément, ça oriente les emplois également vers ces secteurs, on va dire, non productifs. Une fois qu'on a dit cela, la question de l'emploi que vous posez, c'est qu'il faut, et mon frère le rappelait tout à l'heure, il faut 15 à 20 millions d'emplois à créer chaque année. Or, le marché en crée 3 à 5 millions. Donc, il y a un déficit structurel qui fait que beaucoup de jeunes qui arrivent sur le marché, même si certains sont bien formés, il y a un déficit d'emploi qui justifie le fait qu'ils créent leur activité, ils sont obligés de vivre au quotidien et donc créent aussi par défaut leur activité, alors que parfois, ils n'ont, c'est vrai, pas la formation et surtout l'accompagnement qu'il faut. Donc c'est par défaut, effectivement, que certains créent leur activité. Et nous, on le voit sur le marché de l'emploi depuis bientôt 25 ans, on le voit, les dynamiques des jeunes qui chargent de l'emploi mais qui n'ont pas les qualifications et qui se tournent vers la création d'entreprises par défaut. Ce souci, et ce n'est pas le sujet du débat, parce qu'il y aura d'autres sujets là-dessus, on a quand même un vrai souci du coup de qualification à faire progresser, pour faire progresser cette employabilité et la qualité aussi des entrepreneurs. Absolument. Alors, voilà pour l'état des lieux, hein, donc au moins on est tous d'accord et on reviendra vers vous évidemment avec Business France sur le rôle des solutions, on y vient. Pedro Novo, on vient de dire, des banques françaises, mais pas que, visez pas le procès de la France, quittent ou ont quitté ces 20 dernières années et continuent à le faire le territoire africain. Dans le même temps, on nous dit on va doubler la population, il y a un potentiel de dingue. Didier et nos amis ici nous disent il faut y aller, il faut aller faire du business. Vous y allez. Quand je dis vous personnellement, pas tout à fait, mais même si vous y allez aussi, BPI fait quelque chose, c'est peut-être moins connu que ce que fait évidemment BPI auprès des PME françaises, parce qu'on parle de vous régulièrement. Concrètement, qu'est-ce que BPI est allé faire depuis le début, il faut le rappeler, dès sa création, en Afrique et pourquoi ? D'abord, j'aimerais dire qu'on partage totalement les conclusions qui ont été énoncées. L'entrepreneuriat, dans l'ensemble des pays où nous nous rendons et où nous sommes installés sur le continent, est l'enjeu central de la prochaine décennie. Voilà, il n'y a pas d'autre ambiguïté, l'industrialisation, l'entrepreneuriat, la formalisation. Ça, vous nous le dites aujourd'hui parce qu'on est aux journées nationales. Je le dis parce que je l'ai constaté et que je le vois et que c'est notre combat permanent. Non, mais c'est intéressant, mais pourquoi ça va être ça ? Pourquoi sur les 10 ans ? Pourquoi ? Parce que vous avez dressé le tableau, hein. Il n'y a pas le choix. C'est-à-dire que si ça n'est pas fait, ce ne sont pas les administrations qui vont absorber la jeunesse qui arrive sur le marché du travail. Et la seule alternative, c'est la migration. Donc, il n'y a pas d'autre possibilité que de contribuer à l'émergence d'un secteur privé puissant par des grandes entreprises, par des ETI, par des PME, par des TPE et par des artisans. Et dans toute la chaîne de valeur, vous l'avez dit, le système bancaire a ses contraintes historiques, héritées. Il fait ce qu'il peut, j'ai envie de dire, au regard des contraintes imposées par les régulateurs du continent.
Et donc aujourd'hui, quand un établissement bancaire se refinance à 8% et qu'il doit appliquer une marge sur son risque et puis sur ses coûts de fonctionnement, les coûts arrivés sur le marché, dans le meilleur des cas, pour les plus belles signatures, vont être à 9 ou 10% sur des durées de quoi 4-5 ans. Donc déjà, cet enjeu-là, pour rendre le crédit accessible, est un enjeu sur lequel, au passage, nous travaillons sur l'une des idées qui est la nôtre au passage, qui est le partage de l'expérience de la naissance de BPI France il y a 10 ans, avec des initiatives qui arrivent sur le marché. Beaucoup de choses ont été faites, mais ne pas reproduire les erreurs que nous-mêmes nous aurions pu commettre ou que nous avons commis en France sur l'accompagnement en entrepreneuriat. N'allez pas croire qu'il était facile de créer des entreprises en France il y a 15 ans. L'entrepreneuriat en France était encore un sujet, disons-le, tabou dans les familles il y a encore 15 ou 20 ans. Moi, je vous garantis que dans les écoles que nous avons faites il y a une vingtaine d'années, les filières entrepreneurs, elles étaient totalement dégarnies. Et maintenant, c'est les Top Guns qui y vont. On voulait aller dans les grandes banques ou les grandes entreprises et surtout pas aller créer une boîte. Pourquoi? Et nos parents nous disaient, mais qu'est-ce qu'on t'a fait pour que tu crées une entreprise? Et donc, ça change. Et ça, on l'a fait. fait. Aussi, ouais. Et ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est de montrer que ça n'est pas un hasard. C'est un écosystème qui a été créé, des entreprises qui ont trouvé des financements compétitifs accessibles, une immense couche d'accompagnement qui a été mise en œuvre pour les aider dans les démarches de création d'entreprise, dans les stratégies, dans les réseaux d'accompagnement en proximité, et finalement un cercle vertueux qui a été réuni. Nous l'avons aujourd'hui dans le cadre du Pass Africa, on va en dire un mot sans doute après. On va en parler maintenant, c'est l'occasion. Alors ce Pass Africa, peut-être dire tout de suite comment il a été créé, pourquoi? Parce que je trouve qu'il y a une démarche sans flagornerie, constructive et pensée, quoi. Alors il a été fait, et il faut rendre à ceux qui l'ont pensé, voulu et promu, je pense à Wilfried Loriano Dorego qui doit être dans la salle pour le Conseil présidentiel pour l'Afrique, dans le cadre d'une tournée terrain, qui est d'ailleurs passé à Bordeaux, et qui a d'abord écouté ce que les entrepreneurs de la diaspora rencontraient comme difficulté dans leur vie de créateur d'entreprise ou de développement. À partir de là, des conclusions ont été faites et plusieurs choses ont émergé. Cette tournée qui a duré 1 an a mis en avant qu'il manquait énormément d'informations, accès à l'information, accès au réseau, accès au financement. Le Pass Africa tente de répondre à ça. C'est une promotion avec des candidats qui souhaitent rentrer dans ce pass. Nous en sélectionnons une vingtaine, 20 sur la première vague, 29 sur la dernière vague qui a été officialisée avec Franck Riester il y a 15 jours, et qui vise pour eux à leur amener l'accompagnement dont on parle, s'assurer qu'ils accèdent au bon réseau justement de formation, d'appui juridique, d'accompagnement international, notamment de la Team France Export, et de financement, tant dans les banques que les fonds d'investissement. Il y en a beaucoup qui sont partenaires, on y reviendra, et qui leur permettent ensuite d'accéder à un réseau et d'être mis en avant. Et le mise en avant, vous allez me dire, oui, tout ça, bon, c'est de la com'. On n'imagine pas comment des projets, des ambitions se créent sur l'exemplarité. C'est-à-dire, on a besoin de faire des héros, d'entrepreneurs qui se sont créés, qui ont réussi à bousculer un équilibre en place, à créer une filière, à créer un projet. Et de ceux qui ont réussi doivent montrer aux autres que c'est possible. Alors, Pedro Novo, justement, montrer que c'est possible, de l'exemplarité, on est tous d'accord. Très concrètement, pour ceux qui disent, bah zut, première vague, deuxième vague, j'ai loupé les 2 premières, vivement la 3e, c'est quand et quel est le profil de ceux qui peuvent y espérer? D'abord, est-ce que je suis en Afrique pour y espérer ou est-ce que je suis en France pour créer mon entreprise en Afrique? Est-ce que je suis africain en Afrique ou est-ce que je suis africain en France? Comment ça marche? Tout est possible, tout ce que vous avez dit. Alors, globalement, ces entrepreneurs, dès lors qu'ils font plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires, qu'ils ont plus de 2 ans et qu'ils ont un projet qui allie le continent africain et la France, ils sont très majoritairement issus de la diaspora et ont envie de recréer des liens avec leur pays d'origine. Et pour eux, ils peuvent candidater dès lors qu'ils cochent ces cases-là. À partir de là, nous avons des projets qui touchent tous les secteurs d'activité, de la sécurité, des fintech, de l'agroalimentaire, du textile, de la mode. Et ces entrepreneurs, si on prend la première vague, très concrètement, ont mobilisé 1,5 million d'euros, ce qui, en termes de levier, puisque lorsque nous mettons en place 1 million de financement, quand BPI France, pardon, pour faire simple, met 1 euro sur la table, l'écosystème primé met toujours 1 euro sur la table. donc on est passé d'un à deux. On fait déjà. toujours du levier. Okay. Donc quand on met 1,5 million, ça veut dire qu'il y a 1,5 million en face d'une banque, d'un investisseur qui est intervenu à nos côtés ou d'une subvention publique qui vient d'une région ou de l'État.
Donc 3 millions d'euros au total pour cette première vague d'entrepreneurs qui auraient pu accéder peut-être en 10 ans, peut-être dans le temps à tous ces dispositifs, mais par l'accompagnement personnalisé qu'on leur réserve, on s'assure qu'ils cochent toutes les cases et qu'ils mobilisent 100% des dispositifs. Donc c'est un accélérateur de croissance avec un accompagnement personnalisé dans nos directions régionales pour chaque entrepreneur. Avec des bureaux sur place, mais ça on mettra le pratique sur le live, on y reviendra. Ziad Loukil, c'est un exemple, il y en a d'autres. Est-ce qu'on peut aller chercher des exemples où on peut aller aider des entreprises qui font moins de 100 000 euros, parce que là on a mis la barre un petit peu haut. On va en reparler aussi avec Didier, parce que je vois qu'il se dit, oh là là, ça ne parle pas à tout le monde. Quels sont les autres moyens ? Le rôle de bailleurs de fonds ou de partenaires techniques comme BPIFrance est crucial aujourd'hui pour essayer de traiter cette problématique. Je rappelle juste que BPIFrance est une banque publique et elle dispose aujourd'hui peut-être de l'une des palettes les plus larges au monde en termes d'offres et de services d'accompagnement aux PME. Donc ça, ce qu'on sait plutôt en France dans l'Hexagone, mais qu'on ne savait pas forcément pour l'étranger. Ce qui en France aussi peut être appliqué par ailleurs, quoi. Donc aujourd'hui, on voit de plus en plus d'interventions techniques, d'accompagnement. Les bailleurs de fonds internationaux interviennent essentiellement aussi auprès des banques locales à travers des lignes de refinancement destinées aux PME, destinées aux femmes entrepreneuses. Il y a aussi des missions aussi d'assistance technique pour aider les banques à mieux s'organiser, à mettre en place une stratégie dédiée au financement des TPE et PME, parce qu'on n'est pas sur la même logique, on n'est pas sur les mêmes business models, etc. Et puis, surtout, il y a aussi des mécanismes de garantie. Donc, l'effet de levier est très important, que ce soit en termes de bonification des taux d'intérêt, parce que l'accès à la ressource, c'est bien, mais il faut accéder à la ressource à la bonne tarification pour que ce soit viable pour les PME, les TPE, et surtout l'atténuation des risques. Et on voit de plus en plus de mécanismes de garantie qui sont mis en place aujourd'hui. BPIFrance, on est un des principaux acteurs en France avec BPIFrance, avec les mécanismes de garantie qui sont mis en place. Et ça, c'est important parce que ça encourage les banques locales à aller prendre du risque, puisque une partie du risque est prise en charge ou couverte par ces mécanismes et ces bailleurs de fonds internationaux. Je vais venir vers vous, hein, Business France, avec une question. Je vais venir vers vous, Didier, parce que je vous voyais un peu réagir à ce que disait votre voisin. C'est pas que je veux mettre du débat dans le débat, mais qu'est-ce que vous entendez quand BPIFrance dit ça ? Ça y est, on s'adresse à des entreprises qui vont déjà bien, il faut penser aux autres. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire par rapport à ça ? Non, je me disais que c'est une bonne initiative. En fait, c'est la multiplicité des outils qui peut permettre de répondre à la question. C'est vrai que 100 000 euros, c'est déjà un chiffre conséquent. On n'est plus vraiment en start-up. Et en fait, toute la logique, comment est-ce qu'on va arriver à descendre encore un petit peu plus bas et faire des effets de levier d'entreprises qui font moins, mais qui ont des potentiels de croissance. Et en réalité, c'est ça toute la question. On a une panoplie de TPE, PME qui ont un potentiel de croissance qu'on n'arrive pas aujourd'hui à exploiter parce qu'il y a ce besoin d'accompagnement pour passer de 1 à 2 et puis à 5 après. Alors justement, Didier, est-ce qu'on n'a pas des exemples qui viennent compléter cette belle piste, qu'en est une, hein, qu'on invite d'ailleurs tous ceux qui sont intéressés à évidemment regarder, parce qu'on leur souhaite tous d'être à 100 000 rapidement. Mais si j'y suis pas, il y a déjà des exemples. J'aimerais qu'on parle avec vous d'exemples que vous connaissez, par exemple au Bénin. Et puis après, on parlera aussi de la FinTech, et là, ça me ramènera aussi vers Business France. Sur comment le Bénin a trouvé et mis en place des choses originales. Alors, il y a des expériences. Malheureusement, on ne les relève pas assez sur le continent. Et je vais prendre l'exemple du Bénin, parce qu'à l'époque, c'était un projet Banque mondiale, d'ailleurs, qu'on devait copiloter avec Lionel Zinsouaron, qui naît à la primature. Et finalement, je me suis retrouvé en fait à assurer le pilotage du projet Banque mondiale Bénin. Et l'idée était très simple. On prenait une centaine de TPE-PME. Quand je dis TPE, c'est même dans la sélection, il y avait un tailleur qui avait 5 employés complètement informels, mais qui avait une marque très connue, jusqu'à l'entreprise qui transforme un cajou et vendait en supermarché. Et le dénominateur commun, c'était que ces entreprises avaient un problème d'accès au financement bancaire. On a dit, tiens, si les projets sont pas mal, il y a des cycles de croissance intéressants, qu'est-ce qui leur manquerait pour qu'elles puissent avoir accès au financement bancaire ? Et donc, pendant 6 à 12 mois, c'était un programme de 5 millions de dollars, on a décidé, très bien, on va vous accompagner, revoir vos comptes, avoir une comptabilité propre, le business model, la formation des dirigeants, donc tous les outils non financiers. Et à partir de là, si vous allez voir le banquier, on va voir s'il va vous prêter de l'argent. Donc, on a déployé le programme avec 132 finalement entreprises sur 6 à 12 mois. Et finalement, à la fin, toutes les entreprises, TPE comme PME, avec une obligation, c'est de se formaliser pour celles qui ne l'étaient pas et de déclarer leurs employés. 100%... Petite parenthèse, Didier, parce que ça fait 2 fois qu'on entend parler de ça avec Ziad et vous.
dites-nous, même s'il y a un public aguerri, cette histoire de formel et informel. Parce que ça, c'est quelque chose d'un peu spécifique à ce marché africain. On en trouve en Asie, en Amérique latine. En fait, Ouais. c'est juste qu'elles ne sont pas enregistrées auprès Elles n'existent pas. auprès du greffe. Voilà. Elles existent, mais pas, D'accord. pas juridiquement. Donc on ne les voit c'est pas, juste, c'est pas dans les radars. c'est ça, on les voit, puisque les impôts voit leur passent de temps activité, à mais on autre les dans voit les pas marchés, juridiquement, peuvent prélever un peu de taxes. Elles paient des taxes, hein, mais sauf que juridiquement, elles n'ont pas un statut avec un numéro registre. Merci de la précision. Et donc, à la fin de l'exercice, 100% de ces TPE-PME ont eu leur financement auprès des banques commerciales. Et la conclusion, c'est que si vous avez une structure, c'est vrai, qui répond à des standards, que le banquier sait comprendre et que le banquier sait comment il peut gérer son risque, il vous prête de l'argent, même si c'est vrai, le taux reste encore un peu élevé. Donc, ça, c'était la beauté de l'exercice. Et ce qu'on promettait, donc il fallait une carotte aussi, c'est que si vous obtenez 100 de la banque, nous, on vous donne 50 cadeaux. Donc, il y a une carotte aussi qui incite l'entrepreneur à aller vers cette solution. Donc ça, c'est le premier exemple qui me paraît intéressant et qu'on peut dupliquer dans Il en beaucoup est de où pays. aujourd'hui? Alors malheureusement, j'avais demandé à la Banque mondiale de remettre encore un peu de sous pour faire du suivi pendant plusieurs années. À titre personnel, j'ai revu certains entrepreneurs qui font leur croissance, d'autres beaucoup moins, parce que c'est pas un one shot. Vous avez fait ça, on a eu un financement, il faut accompagner encore pendant 2 ans, et c'est ça le cycle vertueux entrepreneur. Donc c'est des processus qui durent, comme on le voit dans beaucoup de pays, c'est ça qui fait un peu défaut. Et le deuxième exemple, pour rebondir sur la digitalisation, mais on commence à entrer dans les outils, c'est le forum des PME qu'on a lancé depuis 8 ans pour accompagner les PME. Les 2 dernières éditions qu'on avait organisées en Afrique du Sud nous ont démontré en fait que effectivement la digitalisation est une réponse qui permet avec l'intelligence artificielle d'accélérer l'accès au financement. Et je me souviens de ces 2 fintechs qui, elles 2, avaient réussi à prêter plusieurs centaines de milliers d'euros à des TPE, PME qu'elles n'avaient jamais rencontrées. Pour la simple raison que, avec ça, une fois que l'entrepreneur était enregistré, que ces transactions passaient sur le téléphone, on modélisait son cycle d'activité, on était capable de lui dire à un moment donné, on va lui prêter 1 000 $, on va voir comment il rembourse. Ensuite, 5 000 $, après 20 000 $, et le cycle vertueux s'enclenche, et après, il va avoir des banques maintenant pour avoir des financements plus conséquents. Donc, c'est une panoplie d'instruments, c'est pour ça que j'opinais du chef en disant oui, c'est vrai, ce qu'il dit est vrai, mais il faut compléter avec d'autres exemples. Voilà. Au-delà de la fintech, parce que là, c'est facile à voir, comment on peut, parce que là, si on entend bien tout à l'heure, 6 mois, 12 mois d'accompagnement, je regarde avec vous, etc., c'est du long terme. Enfin, dans l'histoire de l'entreprise, 6-12 mois, c'est très long. J'ai envie de me tourner vers vous. Qu'est-ce qu'on a comme solution pour gagner du temps, là, et sans tomber dans la fintech? Qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, le débat, il est convergent, hein. On dit la même chose au fond. Et les projets que nous voyons sur le continent aujourd'hui, l'attention des pouvoirs publics va vers ça. C'est-à-dire que l'attention à l'artisanat, au TPE, à la digitalisation de la distribution, à la désensibilisation des prêteurs. On ne peut pas demander à des banques de s'engager dans des conditions de prix compétitives dès lors qu'elles-mêmes se refinancent à 8 ou 9% en disant mais on veut bien mener le combat, mais l'accès à la ressource ou ce que nous impose le régulateur en termes de ratio BAL 3 par exemple, face aux réalités du continent africain, ça ne correspond pas à ce qu'on nous demande de faire pour adresser les TPE, par exemple. Donc, ce que nous partageons beaucoup en ce moment sur le continent pour apporter une réponse, notamment aux TPE, à l'attention portée aux artisans, à la formalisation, c'est ce qui a été fait en France en particulier, avec la création de la BPI, qui a amené au sein d'une institution qui fonctionne comme un actif privé, ça c'est important, ce n'est pas l'État en direct, ce n'est pas le public qui intervient en direct, c'est une structure SA à capitaux publics, mais c'est une structure qui se refinance sur les marchés privés et qui a un fonctionnement qui est drivé par les entrepreneurs du secteur privé. Par conséquent, nous avons mis dans la même institution de l'accompagnement, du financement, des garanties pour amener les banquiers sur des prises de risques un peu plus marquées, et nous avons fédéré un réseau d'accompagnement à la création d'entreprises. Ça s'appelle BPI France Création maintenant. Et cet écosystème-là, créé en 2012, inspire énormément d'acteurs. L'ADER au Sénégal, Patrick Hachi en Côte d'Ivoire qui réfléchit à adopter une stratégie d'accompagnement qui s'inspire en partie de ce que nous avons bâti.
On parlait d'expertise et de partage de cette expérience. C'est ce que nous faisons en ce moment en matière de contribution pour apporter une solution. Ce n'est pas nous, évidemment, qui allons apporter une réponse pour des financements de 1 000 euros, 2 000 euros. On en est absolument incapable, techniquement et humainement. En revanche, il existe des technologies disponibles, des acteurs de FinTech ou d'AssureTech qui sont prêts à répondre sur les paiements mobiles ou sur la distribution de crédit par le téléphone mobile, dans des secteurs très diversifiés. Vous avez parlé de textiles, de prêt-à-porter, dans la distribution, dans l'agroalimentaire, dans la transformation, dans l'artisanat en général. Et donc ça, c'est sans doute le prochain challenge, le grand défi que nous avons aujourd'hui, capitaliser sur notre expérience, éviter les erreurs que nous avons commises, nous, ici en France, montrer qu'il est possible d'accompagner ces entrepreneurs en les formalisant avec beaucoup d'accompagnement et amener des garanties. Et il y a aussi des gens à accompagner, c'est les banquiers. C'est-à-dire que c'est bien d'accompagner les entrepreneurs, mais il faut aussi qu'on accompagne les banquiers pour prendre le risque. Ils ne sont pas habitués, hein. Ils ne sont pas prêts. C'est-à-dire que si on leur demande du jour au lendemain d'aller financer des projets en création ou des entrepreneurs pour 1 000 $, 2 000 $, ils vont reculer avant d'avancer quand même. Hein. Ils vont dire c'est pas le moment, il faut attendre un peu. Donc on a un travail d'accompagnement qui comprend la formation des banques aussi, hein, sur l'appétit au risque. On va y revenir. Gérald Petit, je ne vous ai pas oublié, ni en Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, France Business. Ça serait important peut-être de prendre 2 secondes pour rappeler le rôle, parce qu'on va se dire, mais attendez, on vient parler du développement des PMI, de leur financement en Afrique pour des PMI africaines, et là on est en train de parler plutôt de sociétés françaises qui veulent aller faire du business là-bas, mais il peut y avoir évidemment des conséquences positives sur l'emploi et même sur des associations. Aujourd'hui, concrètement, votre rôle dans cette thématique de la transformation d'entreprises françaises qui veulent aller en Afrique, c'est votre quotidien, c'est quelque chose qui aujourd'hui occupe une grosse part de l'activité, ou est-ce que c'est assez calme par rapport à ce qu'on vient de se dire sur la prise de risque, sur les financements ? Bon, bonjour tout le monde. Tout d'abord, je remercie les organisateurs pour l'invitation et tout particulièrement Pierre de Gaëtan de GICAM. Et pour revenir à ce sujet, il y a naturellement le financement qui suppose un risque. Et pour limiter ce risque, il faut de la stratégie, du conseil, et c'est le rôle de Business France. À la fois pour accompagner des PME, des ETI françaises vers le continent africain, c'est 1500 entreprises qui sont accompagnées chaque année, donc c'est pas rien, et aussi pour accompagner des investisseurs africains en France, puisque nous avons cette double mission chez Business France, dans le sens vers le reste du monde et dans le sens du reste du monde vers la France. Et chaque année, nous accompagnons une 50aine de projets d'investisseurs africains en France. Donc ça, c'est important de le signaler, puisque lorsqu'elles font ce chemin, c'est aussi peut-être un nouveau point de départ pour se projeter en Europe et parfois repartir sur d'autres marchés du continent africain en ayant intégré de la recherche du développement, de la valeur ajoutée. Mais pour revenir à ces 2 éléments, à la fois la stratégie et le financement, ce que je tiens à souligner, c'est que vous voyez bien qu'il y a beaucoup de dispositifs qui sont mis en place, dispositifs publics. En France, nous avons ici la Team France Export qui allie à la fois l'appui en financement de BPI France, l'expertise terrain de CCI France, le soutien des régions et Business France par son réseau international. On a aujourd'hui 12 bureaux en Afrique et on couvre 33 pays. Ce qui est important de signaler, c'est que ce dispositif... Il faut le souligner, parce que vous le dites vite comme c'était une évidence, mais il faut le rappeler, hein, cette présence physique qui, elle, est maintenue en plus aujourd'hui, hein, qui est développée et qui peut évidemment aider les entrepreneurs africains à venir conquérir une part de marché en France. Absolument. Pour nous, hein, dans la stratégie, c'est l'Afrique et fait partie des 3 destinations au monde qui sont prioritaires. Et c'est important de le rappeler, ce réseau est vraiment primordial pour nous. D'ailleurs, Christophe Lecourtier, notre directeur, est aujourd'hui à Dakar, au Forum de l'eau, au Forum mondial de l'eau. Donc il y a des événements qui comptent. Il y a eu Promote récemment, il y aura le Sahara en fin d'année dans le domaine de l'agroalimentaire. Ce qui est important, c'est que ce dispositif public français, il est aussi pour les membres de la diaspora. Il est aussi fait pour vous, y compris pour des start-up, pour autant qu'il y ait une entité juridique qui existe en France. Ce dispositif, il est à votre portée et nous sommes aussi membres de la formidable initiative Pass Africa, parce que, comme le disait Pedro Novo, il faut du conseil, il faut se préparer. Et vraiment, je vous incite à aller, tous ceux qui sont les membres de la diaspora, à préparer cette stratégie quand vous avez un projet en Afrique. Il se trouve que j'ai passé 3 ans et demi à Douala et 3 ans, un peu plus de 3 ans à Abidjan. J'ai accompagné beaucoup de projets. J'ai vu des membres de la diaspora revenir
se lançaient dans des projets et ils étaient confrontés aux mêmes difficultés qu'un nouveau venu. Ça, c'est très intéressant, parce qu'on en a parlé avec d'autres ici, et Joël Didier qui acquiesce, on en a parlé quand on s'est échangé sur ce débat. Quelqu'un de la diaspora qui quitte son pays, qui vient en France, qui repart là-bas, il est considéré quasiment comme un Français qui s'installe. C'est un nouveau venu sur un marché, il a la connaissance, il a du réseau, mais ce n'est pas suffisant, parce qu'il faudra des financements, il faut un plan stratégique, il faut préparer cette étude de marché, cette implantation, et puis il y a la même concurrence que tout le monde. Et cette concurrence, depuis 20 ans, sur le continent africain, elle s'était exacerbée. Ça a été signalé tout à l'heure en introduction. Les parts de marché françaises ont fondu comme neige au soleil. Pourquoi? Ce n'est pas tant que la part du gâteau s'est réduite, c'est qu'il y a beaucoup plus d'acteurs qui prennent des parts du gâteau, qu'ils soient asiatiques, européens, nord-américains ou turcs ou autres. Et donc, cette concurrence, elle vaut pour tous les nouveaux dirigeants. Toutes les nouvelles initiatives sont confrontées aux mêmes difficultés et il faut pour ça bien préparer son affaire. Allez, on va revenir sur justement ce rôle du plan relance export. Concrètement, on a été très concret. Merci à nos invités, tous les trois. On a donné des exemples précis. On peut repartir chez soi avec des exemples. Comment ça marche et à quoi je peux avoir droit? Alors, ce plan de relance export qui est né de cette crise sanitaire, hein, aujourd'hui on parle de plan de résilience, avec un dispositif, alors là, sur des tickets d'entrée vraiment qui s'adressent aux plus petites initiatives, puisqu'on parle de tickets de 1 500 à 3 500 €, c'est de l'aide en subvention. Ce n'est pas ce qui va financer un projet, mais c'est le fait déclencheur qui va faciliter la prise de décision. Et ce plan de relance export, il est prolongé de 6 mois, c'est-à-dire qu'il est prolongé jusqu'au 15 avril 2023. Toutes les PME, start-up, ETI peuvent en disposer. Et c'est très rapide, il suffit d'aller sur le site teamfranceexport.fr et en quelques clics, on peut lancer la demande. Donc c'est très important. Pour déclencher, c'est un facteur d'aide à la décision et ensuite, après, il faut bien préparer sa stratégie et avoir des financements de plus long terme. Très bien. Alors, je crois qu'on a été pratico-pratique. Hein, c'était le but et le souhait des organisateurs. Merci d'avoir joué le jeu. Je voudrais qu'on conclue quand même avec, malheureusement, cette crise qui nous concerne tous. On en parlait tout à l'heure encore. Est-ce qu'aujourd'hui, on est plus soucieux pour le marché africain de ce qui se passe en Ukraine que de ce qui a pu se passer récemment au Mali ou en tout cas de l'extension de conflits en Afrique? Qui veut me répondre par rapport à ça? Peut-être vous, avec votre regard global. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le contexte quand même est assez particulier. Il ne faut pas oublier que les pays africains, hein, les finances publiques et les entreprises africaines sortent fragilisées de la crise Covid. Ça, c'est un constat. Aujourd'hui, on a une crise en Ukraine hein, qui a des impacts mondiaux hein, en termes d'inflation, de croissance, d'incertitude, de flambée des matières premières, notamment des produits alimentaires. Donc ça peut avoir un impact important. Et puis, ça peut aussi avoir un impact, bien évidemment, sur l'accès au financement, sur les taux d'intérêt, etc. Donc, c'est un sujet important, d'actualité, qui nécessite certes des actions rapides et immédiates, mais en parallèle aussi des réformes de fond au niveau des pays africains, de la régulation, etc. La situation, de mon point de vue, je ne veux pas être alarmiste, mais je considère qu'elle est assez urgente. Hein, ce qu'il faut savoir qu'en Afrique, 4 PME sur 5 n'a pas accès au financement, c'est énorme. Donc c'est 4 jeunes entrepreneurs sur 5 qui demain risquent de se retrouver au chômage. Donc ça, il faut le noter. Le secteur informel est important. Dans beaucoup de pays, ça dépasse les 50%. Donc il faut mettre en place des actions concrètes hein, pour essayer d'intégrer ce secteur-là dans le formel et l'intégrer aussi dans le circuit bancaire et financier traditionnel. Si on va voir une PME en Afrique, on va vous dire que oui, mon premier obstacle, c'est le financement. Quand on va voir un banquier, on va vous dire oui, mais bon, un projet bancable trouvera toujours du financement, mais peut-être que la vérité est entre les deux. Donc il y a un gap technique et culturel à traiter. Et ça peut se traiter à travers des actions d'accompagnement, des initiatives concrètes sur les terrains pour accompagner les jeunes entrepreneurs et aussi accompagner les banques à mieux traiter le financement des PME. Et puis, je pense qu'il y a un gap aussi de financement, un gap de capital, de liquidité à traiter, parce qu'il faut mobiliser cette liquidité, il faut diversifier les ressources,
il faut mettre de l'effet de levier, hein, je me répète peut-être, mais à travers voilà, des mécanismes de garantie, des mécanismes de bonification pour alléger aussi la charge sur les pouvoirs publics qui doivent aussi réguler et qui doivent aussi, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup parlé peut-être du digital aujourd'hui, mais je pense qu'en Afrique, dans beaucoup de pays, on voit des expériences extraordinaires et ça peut être un vecteur aussi de rapprochement des TPE, de la PME, du secteur traditionnel. Il y a la microfinance qui se développe énormément, il y a le crowdfunding, on voit du peer-to-peer lending aussi qui se développe, c'est-à-dire c'est des particuliers en fait qui se prêtent entre eux de l'argent. Il y a des algorithmes des fintech en fait qui travaillent sur de la data parce qu'un des enjeux aussi c'est l'accès à une data fiable pour analyser le risque et ça c'est des jeunes fintech qui sont en train de traiter ça et de proposer des nouvelles solutions aux banques pour pouvoir les accompagner dans l'analyse du risque. On va garder ce dernier tiers de réponse pour garder un peu une note d'espoir. Est-ce que vous le partagez, Didier, ou est-ce que vous êtes vraiment aussi vous en train de regarder vers le nord-est de notre secteur géographique actuel, ou est-ce que vous dites il y a encore, c'est le moment, il faut y aller par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur la nécessité d'accompagner et de créer de l'entreprise? Il y aura toujours un impact, on le voit dans le secteur agricole avec les matières premières agricoles, oui, de toute façon il y aura un impact. Alors, moi ce que je note à chaque fois, c'est que l'Afrique a une résilience que j'ai rarement vue ailleurs, hein, et c'est aussi peut-être ça la force des entrepreneurs qui, malgré la crise Covid, le confinement, et j'ai rencontré tellement d'entrepreneurs sur le continent pendant ces 2 dernières années, qui ont survécu malgré les conditions difficiles, le peu de mesures publiques de soutien qui ont été effectives. Et donc il y a une résilience qui est extraordinaire. Donc, quel que soit ce qui se passe à l'Est, ce qui se passe au Mali, ce qui peut se passer ailleurs, il y a cette faculté incroyable des marchés africains à rebondir et des entrepreneurs. C'est vraiment simplement la panoplie des instruments qu'il faut qu'on organise mieux, qu'on structure mieux pour arriver à avoir un accompagnement un peu plus massif. Parce qu'en fait, tout l'enjeu est là. Vous savez, vous avez parlé de la question d'emploi. Tous ces emplois, ce sont les TPE, les PME qui vont les créer. La crise sociale, la bombe à retardement qu'est cette jeunesse, elle est vraiment là. Et donc, comment on va régler ça en soutenant un peu plus ce secteur privé et puis surtout en mettant plus de capital risque sur la table. Mais ils sont, alors on va pas rallonger le débat, non, parce qu'après je justement, mais ils sont où ces capital risqueurs? Parce que là, on vient d'entendre que les banques n'y allaient pas, on a entendu tout à l'heure que ça serait compliqué. Ils sont où? Ils n'y sont pas assez. Et c'est là où je fais encore appel aux grandes fortunes africaines, quoi, pour mettre de l'argent dans du capital risque. Parce que 50 TPE qui ne réussissent pas, et 2 qui réussissent, vous récupérez peut-être votre mise. Et là, vous changez la donne. Et donc, je crois que c'est vraiment là où aujourd'hui où ça va se jouer. Et donc, au lieu d'aller planquer les sous en Suisse ou ailleurs, mettez du capital risque. Et là, vous allez transformer l'Afrique, quoi. Bon, en tout cas, ça peut être une solution, parce que Pedro Novo, tout à l'heure, a dit que les banquiers n'allaient pas prendre ces risques-là. Donc, on a une piste. Non, ils allaient le prendre, mais on va les aider. On va les aider. Allez, ça va être le mot de la fin, si vous voulez bien, Pedro Novo. Alors, j'avais 2 points. Le premier point, c'est de dire que pour les entrepreneurs de la diaspora, il faut quand même, vous voulez des réponses concrètes pour compléter dans le cadre du plan de relance. On a cité. J'en profite pour dire aux gens qu'il n'y a pas les échanges questions, parce qu'on essaye de compenser le temps perdu. Mais en revanche, regardez bien qui est là. Ils vont être juste après, j'en suis sûr, pour prendre un café, peut-être manger un sandwich. Vous allez les voir, ils vont compléter leurs informations. Puis après, vous faites aussi bpifrance.fr. Oui, tout, voilà. Mais juste pour vous dire, l'assurance prospection, ça fait partie d'une originalité française. C'est adapté à des PME assez structurées. Pour répondre précisément aux besoins des enfants de la diaspora qui ont créé des entreprises de petite taille en France, on a fait un programme avec la Team France Export qui s'appelle l'assurance prospection accompagnement. C'est des petits tickets. On parle de 5 000 à 30 000 euros de financement de la prospection sur le continent africain. Vous voulez déployer un business, tester votre marché, ça c'est concret. On avance 65% des besoins, ils remboursent si ça marche. Voilà, ça c'est concret. Mon deuxième point, c'est sur l'impact de la crise. Je crois que nous n'avons jamais autant insisté, tu le disais Gérald tout à l'heure, sur le fait que l'Afrique fait partie des zones stratégiques en termes de déploiement de l'accompagnement de la Team France Export et de Business France en particulier. Chez BPI France, nous avons une verticale stratégique qui fait du continent une priorité aussi importante que l'Europe. 2 priorités, l'Europe et le continent africain. Alors c'est pas
bon, je rebondis sur la situation en Russie et en Ukraine. Vous avez déjà dit qu'il y aura des impacts évidemment sur le monde agricole. Malheureusement, le président de la République rappelait hier que les impacts peuvent être extrêmement brutaux et extrêmement dangereux. Malheureusement, nous rentrons dans un scénario du pire qui va durer longtemps, qui aura des conséquences dans la durée. Et c'était celui qu'on n'attendait pas, qu'on ne souhaitait pas, mais il va arriver, ça va durer longtemps. Par conséquent, les impacts vont être mesurés sur le continent, mais c'est également une chance pour le continent qui, après un enjeu sanitaire qui a redistribué les cartes du sourcing industriel, des approvisionnements, de la re-régionalisation qui commence, qui balbutie. C'est pas vrai que toutes les entreprises françaises ont rapatrié en Afrique ce qu'ils produisaient en Chine. C'est pas vrai, pas encore. En revanche, on voit déjà quand même des entreprises qui arbitrent sur le Maghreb, qui descendent dans le subsaharien, qui commencent à se sourcer localement, à créer de la transformation industrielle sur place alors qu'ils le faisaient au Vietnam ou en Chine dans certains secteurs, sur les plateformes téléphoniques et autres d'appui assistance. Bref, on voit des arbitrages en ce moment qui s'opèrent. Donc, si on ajoute à ça le sujet des matières premières et qu'on ajoute à ça le sujet de l'oil and gas, je crois que les années qui arrivent sur la Mauritanie, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, pour ne citer que en matière d'exploitation des ressources, vont redistribuer aussi des enjeux stratégiques de relations économiques entre ces pays et l'Europe en général, pas la France, l'Europe en général. Donc je crois que c'est là où je parle d'opportunités à saisir. Il y aura des difficultés, elles ont été citées, mais c'est aussi un champ d'opportunités pour nombre de pays et d'entrepreneurs. Eh ben, c'est un très beau mot de la fin. On va regarder les opportunités et la résilience africaine. Merci, messieurs. On salue les 2 personnes, femmes, qui auraient dû être avec nous et on sait qu'elles nous suivent. Et je préviens tout de suite les gens qu'après, justement, il y a des témoignages de femmes entrepreneuses qui vont venir, donc avec Marie-Laure tout à l'heure, qui va nous rejoindre ici. Et donc, il va y avoir un rééquilibrage homme-femme avec plein de belles idées, j'en suis sûr. On peut applaudir ce plateau. Merci à toutes, merci à tous.